Bonjour à tous et bienvenue dans cette synthèse clinique préparée spécialement pour l'association Médecins d'Ados. On va parler d'hypnose aujourd'hui, mais attention, oublions tout de suite les pendules et le vieux cliché du sommeil profond. On ne va pas faire de magie ici, on va faire des neurosciences et comprendre comment tout cela fonctionne mécaniquement. Au menu de ces décryptages aujourd'hui, d'abord, on va déconstruire le mythe, ensuite on cartographiera les 9 états de conscience, puis on passera en revue les 4 mouvements pour naviguer, avant de plonger dans le processus neurobiologique fondamental, et enfin, on parlera de notre rôle, celui de copilote neurocognitif. Allez, on commence tout de suite avec notre première étape, déconstruire le mythe et passer de la magie à la mécanique. Bon, si on veut intégrer cet outil dans une pratique médicale moderne, il faut absolument faire une mise à jour de notre logiciel. Il faut complètement lâcher cette idée surnaturelle d'une transe passive. On a tous en tête ce mythe de l'individu figé, presque zombifié, coincé dans un état unique. En réalité, c'est exactement l'inverse. L'hypnose, c'est une régulation descendante du cerveau vers le corps qui est super dynamique. C'est un processus hyper actif où l'on navigue en permanence à travers plein de réseaux différents dans le cerveau. Et la science est catégorique là-dessus. Les données de l'imagerie médicale moderne nous prouvent qu'il n'y a littéralement aucune signature cérébrale unique qui créerait « Ah, ça y est, là on est sous hypnose ». Ce n'est pas un interrupteur binaire qu'on allume ou qu'on éteint. C'est beaucoup plus fascinant que ça. C'est une capacité complexe à moduler l'activité de notre cerveau en continu. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les 9 états de conscience, ou comment cartographier l'esprit. Sur cette carte, on a 2 axes fondamentaux. D'abord, l'axe vertical, qui représente l'éveil physiologique, l'arousal. Considérez ça comme la batterie du cerveau, le niveau de tension du système nerveux. Ça s'étend de l'hypervigilance face au danger tout en haut, jusqu'au sommeil profond tout en bas. Ensuite, on a l'axe horizontal qui correspond au contenu de la conscience, l'awareness. C'est un peu l'objectif de la caméra de notre cerveau. Et cet objectif, il peut faire un zoom extrêmement puissant sur une sensation locale ou un point de douleur, ou bien au contraire s'ouvrir en grand angle à 360 degrés pour capter tout l'environnement. Du coup, si la fameuse transe hypnotique n'existe pas en tant que telle, comment on s'y retrouve en clinique ? En bougeant sur ces 2 axes, le cerveau va se stabiliser dans l'une de ces 9 configurations. On a l'éveil ordinaire, le somnambulisme hypnotique, l'absorption, la relaxation, et tout en bas, le sommeil profond. De l'autre côté, on trouve le sommeil conscient, le rêve lucide, et bien sûr la pleine conscience, qui est vraiment une observation panoramique hyper neutre. Allez, on a la carte, maintenant il nous faut les commandes. Troisième partie, les 4 mouvements pour naviguer. Sur l'axe de l'énergie, par exemple, la polarité est strictement biologique. D'un côté, on a le mouvement de freinage. Là, on force littéralement le système nerveux autonome à basculer en mode parasympathique. Ça ralentit le rythme cardiaque, ça désactive la formation réticulée du tronc cérébral, bref, on baisse le régime moteur. À l'opposé complet, on a l'activation. Et là, c'est dingue, car on stimule le système nerveux uniquement grâce à l'imagination mentale. Le simple fait de visualiser une action complexe va recruter les aires motrices supplémentaires, sans même qu'un seul muscle périphérique ne bouge. Sur l'axe de l'attention maintenant, le contraste est tout aussi essentiel pour la prise en charge médicale. On a le mouvement de concentration qui agit comme un faisceau ultra puissant pour verrouiller la conscience sur une seule cible, comme la voix du soignant ou la création d'une analgésie focale. A l'inverse, on a le mouvement d'ouverture. Là, on élargit la perception de manière panoramique pour accueillir tous les stimuli internes et externes sans filtre émotionnel ni jugement. C'est d'ailleurs un mécanisme neurologique qu'on utilise énormément en psychiatrie pour gérer les crises d'anxiété. Et alors, sous le capot, ça donne quoi? C'est notre 4e partie, le processus neurobiologique fondamental. La question qui tue, cliniquement parlant, c'est de savoir comment un simple mot de notre part se transforme en une réalité totalement tangible pour le patient. Eh bien, ça suit une mécanique en 4 étapes bien précises. Étape 1, le cerveau capte et filtre tout, mais de manière totalement inconsciente. Étape 2, si une info ciblée capte l'attention ou crée une émotion, bim, elle est massivement amplifiée. Étape 3, si cette amplification est assez forte, l'information parvient à franchir ce qu'on appelle le seuil critique d'activation. Et enfin, étape 4, c'est l'embrasement. Cette info monopolise soudainement tout le réseau conscient et dégage instantanément les pensées concurrentes. À cet instant précis, la suggestion devient l'unique réalité du patient. Ce qui nous amène à notre dernière section, le thérapeute comme copilote et ses outils cliniques. À la lumière de cette mécanique neuronale ultra stricte, la figure historique du mage manipulateur s'efface définitivement pour laisser place à un véritable expert neurocognitif. Une fois qu'on a compris cette mécanique, notre posture évolue de façon radicale. On oublie l'image du magicien qui murmure des incantations secrètes, on devient des techniciens, des vrais copilotes qui assistent le cerveau autonome du patient. Et nos outils sont hyper mesurables. On utilise la proxémie, c'est-à-dire la gestion de la distance physique, la prosodie, donc la maîtrise du rythme et du volume de notre voix, et bien sûr la sémantique, le choix clinique de nos mots. Par exemple, si on veut déclencher neurologiquement un mouvement de freinage, on peut simplement reculer légèrement notre chaise et baisser la voix. A l'inverse, si on veut provoquer une concentration, on va utiliser une voix beaucoup plus rythmée, plus appuyée et se rapprocher un tout petit peu. C'est mécanique et c'est passionnant.
Pour clore cette exploration médicale, une réflexion fondamentale s'impose face aux vieux dogmes qui figeaient le patient dans une sorte de léthargie soumise. La neurobiologie moderne redonne heureusement l'intégralité de son pouvoir d'action à l'esprit humain. Dans les couloirs de l'hôpital clinique, comme dans l'infinie complexité de nos réseaux synaptiques, une vérité d'une puissance remarquable émerge avec une clarté absolue. Nous ne sommes plus les passagers passifs d'une mystérieuse transe, mais bel et bien les pilotes dynamiques de notre propre conscience.